26 000 ex-combattants vont être intégrés dans le cadre du DDR. C'est ce qui ressort des 5 jours d'échange des parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Après Conakry, la délégation ministérielle malienne a été reçue par le président mauritanien à Nouakchott. Un accord de paix a été signé entre le Sénégal et les rebelles de la Casamance en Guinée-Bissau. Merci de votre constante fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais dans les titres, après 5 jours de débat, la réunion de niveau décisionnel des parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, issue du processus d'Alger sur certains aspects de sa mise en œuvre, s'est clôturée sous la présidence du Premier ministre. La rencontre a permis aux parties signataires de l'accord de prendre de grandes décisions, notamment l'intégration de 26 000 ex-combattants. Dr Choguel Kokala Maïga a rassuré que le gouvernement de transition sous le leadership du président Assimi Goïta ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre sa part d'engagement de ce qui a été convenu. Abdou Ouattara. Au terme de la rencontre qui a duré 5 jours, les participants ont demandé l'intégration de 26 000 ex-combattants en 2 tranches de 13 000 dont la première est répartie selon les quotas ayant fait l'objet d'un consensus entre les parties et la seconde sur une période de 2 ans, notamment en 2023-2024. Ils ont également requis la création et l'opérationnalisation d'une commission ad hoc en charge de conduire les travaux et de formuler des propositions pour la gestion au cas par cas des hauts cadres civils et militaires des mouvements signataires. Cette commission, qui sera mise en place de façon collégiale dans le meilleur délai, proposera des modalités de prise en charge des hauts cadres militaires des mouvements signataires à intégrer dans la chaîne de commandement. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour diligenter les réformes politiques et institutionnelles non liées à la réforme constitutionnelle, indique le communiqué final de la rencontre. Aussi, le document ajoute-t-il qu'en ce qui concerne les réformes prévues par l'accord qui sont liées à la révision constitutionnelle, le soin est laissé au gouvernement de veiller à les soumettre pour être pris en charge dans la rédaction de la nouvelle constitution en étroite collaboration avec les mouvements signataires. Par ailleurs, les partis se sont félicités de la tenue de cette rencontre qui marque l'amorce d'une nouvelle dynamique positive dans le processus de la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement et les mouvements réaffirment leur pleine détermination et leur ferme engagement à poursuivre dans le même esprit les échanges et l'ensemble des actions nécessaires pour la stabilisation du Mali, la restauration et la consolidation d'une paix durable au bénéfice de notre peuple et de notre nation. Conclut le communiqué. Sur tout un autre plan, 25 nouveaux groupes électrogènes d'une capacité de production de 50 MW sont arrivés à Kati ce vendredi. Ils ont été réceptionnés par le directeur général de l'EDM et d'autres responsables. Ces premiers lots vont augmenter la capacité de production d'électricité de 180 MW pour une année de l'énergie du Mali. Ils font partie du programme d'acquisition de 48 groupes électrogènes qui seront installés à Kati, Kalabankoro, Dar Salam et à Sikasso. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, a visité la semaine la conduite d'eau DN 160 de Banankoro et le forage F1 de Sanankoro-Bar permettant d'assurer l'accès à l'eau potable pour plus de 14 150 personnes. Au cours de cette visite, le ministre Seydou Lamine Traoré a précisé qu'ils vont continuer et faire en sorte que nos populations puissent bénéficier de l'accès universel de l'eau potable. Il était accompagné d'une forte délégation dont les directeurs généraux de la SOMAPEP et de la SOMAGEP. Suivons les détails. Le ministre Lamine Seydou Traoré a entamé sa visite à la station de pompage d'eau de Banakoro où la SOMAGEP SA vient d'installer une station de pompage et 3 forages et 13 km linéaires de réseau pour un total de 60 abonnés. 2 de ces forages sont en exploitation dont un seul alimente la ville avec une production journalière d'environ 400 mètres cubes
par jour. Et le second est uniquement destiné à l'alimentation de la ville de Sanakoroba. Après la station de pompage de Banankoro, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et sa délégation se sont rendus à Sanakoroba pour visiter le forage F1 de la ville. Ce forage alimente en eau potable la ville de Sanakoroba suite à l'assèchement de tous les forages à Sanakoroba, soit en moyenne 860 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, ce forage permet la réalisation de 400 branchements sociaux à Sanakoroba. La visite de la délégation ministérielle a été clôturée à Sanakoroba, où le ministre a visité quelques familles nouvellement branchées sur le réseau du forage. À l'issue de sa visite, il s'est réjoui de voir l'eau potable passer dans les familles de Banankoro et de Sanakoroba. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin d'une série de visites qui a commencé par Banankoro où il y a une extension de 13 km de réseau. Cette extension va permettre de brancher au moins 200 nouveaux clients supplémentaires, tous en branchement social, mais également de faire bénéficier près de 6000 personnes le réseau d'adduction d'eau potable de la Somagep SA. C'est un bonheur pour la population de Banankoro et de Sanakoroba d'avoir de l'eau potable en tout temps et en toute période. Il faut rappeler que la zone de Sanakoroba est une zone par définition assez sèche et il a fallu prendre de l'eau à Banankoro afin de l'acheminer vers Sanakoroba. Sur place, nous avons constaté la joie de la population de Banankoro et de Sanakoroba d'avoir de l'eau potable. Nous allons continuer et faire en sorte que nos populations puissent bénéficier de l'accès universel de l'eau potable, exhortera-t-il. Pour le directeur général de la Somagep SA, les sites Banankoro et Sanakoroba connaissent beaucoup de difficultés en termes d'approvisionnement en eau potable. Nous avons décidé, sous l'impulsion des plus hautes autorités, de démocratiser l'eau à 1 million de personnes dans un plan d'action dénommé Plan d'action 2021-2022 qui consistait à ce que tous les Maliens qui sont sur le périmètre de la Somagep puissent bénéficier de services de l'accès à l'eau potable et c'est dans ce cadre que Banankoro a été intégré au progrès. Afin de saluer la Mauritanie pour son soutien et sa solidarité pendant que le Mali subissait les sanctions de la CEDEAO, une délégation ministérielle s'est rendue dans ce pays frère. À sa tête, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. La délégation a été reçue par le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani au palais présidentiel à Nouakchott. Abdou Ouattara. Le ministre Abdoulaye Diop a souligné qu'ils ont eu l'honneur d'être reçus par le président de la République islamique de Mauritanie et il était porteur des messages du président Assimi Goïta à son homologue mauritanien. Pour le ministre Diop, le message qu'il avait la responsabilité de porter au chef d'État mauritanien était essentiellement de venir lui transmettre les sentiments de fraternité, d'amitié, de considération de son jeune frère, le président Goïta. Il s'agissait de lui exprimer sa gratitude, celui du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, mais également à son gouvernement et au peuple mauritanien pour le soutien et la solidarité apportés au Mali lorsque le pays a fait l'objet de sanctions inhumaines, injustes et illégales de la CEDEAO. Le chef de la diplomatie malienne a souligné que la Mauritanie s'est tenue aux côtés de notre pays, a maintenu ses frontières ouvertes avec le Mali et a accordé toutes les facilités possibles au gouvernement, aux opérateurs maliens ainsi qu'aux populations pour pouvoir faciliter leur circulation. Un acte qui, selon Abdoulaye Diop, a été d'une contribution essentielle pour permettre au Mali d'être résilient, de tenir 6 mois jusqu'à la levée récente des sanctions. Le ministre Diop était accompagné par ses collègues de l'économie et des finances Aloussine Sanou, de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, des transports et des infrastructures, Mme Damele Madina Sissoko et enfin de l'industrie et du commerce Mahmoud Ould Mohamed. L'intégration des contractuels dans la fonction publique n'est pas du goût de l'UNTM. C'est pourquoi la centrale syndicale a exigé l'annulation des 2 arrêtés ministériels relatifs à l'intégration des contractuels dans la fonction publique. Ceux-ci violent le droit selon l'Union nationale des travailleurs du Mali qui a adressé une lettre au ministère du Travail. Suivons les détails. L'Union nationale des travailleurs du Mali dénonce l'application de ces arrêtés qui, selon elle, ne sont pas conformes aux textes en vigueur au Mali. L'UNTM dit avoir suspendu toutes ses activités de grève et même obligé ses travailleurs à accepter des sacrifices en renonçant à des droits reconnus comme légitimes. Pour elle, tout sacrifice en soutien à la transition est nécessaire pour le changement. Mais la centrale rappelle qu'elle n'acceptera jamais au cours de la transition le favoritisme, le népotisme, les privilèges.
Des pratiques qui, pour elle, ont freiné le développement du Mali à un moment de son histoire. L'UNTM ajoute que l'application des 2 arrêtés est faite sur des bases frauduleuses car n'ayant aucune légitimité constitutionnelle et juridique. Elle met aussi l'accent sur le fait que les bénéficiaires des arrêtés ne sont pas des contractuels de l'État. Dans son communiqué, l'UNTM attire aussi l'attention sur une mise en évidence de la duperie collective à propos du Mali Kura. Selon la centrale syndicale, cette intégration tranche avec la légalité et méconnaît l'égalité de naissance, de citoyenneté, de chance proclamée par la Constitution et la Charte de la transition. Enfin, l'UNTM s'interroge sur les compétences ou les informations légales sur les procédures d'intégration dans les fonctions publiques de l'autorité de signature. Pour l'instant, le ministère du Travail et de la fonction publique n'a pas souhaité réagir. Pour le chercheur Dr Oumar Toumani Diallo, un bras de fer entre le gouvernement et la centrale syndicale n'est pas exclu dans la gestion de cette affaire. Cependant, l'enseignant préconise aux 2 parties un dialogue franc pour la résolution de cette crise. Dans son communiqué numéro 053, le chef d'état-major général des armées a fait le point des opérations menées par les forces armées maliennes depuis le 19 juillet 2022. La dynamique offensive des FAMA se renforce davantage pour la recherche des terroristes et la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre de l'opération Keletigi et du plan Maliko. Nos soldats ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre des ennemis de plus en plus fébriles. Suivant les détails. À l'issue de ces conseils, Abdoulaye Diop a confié à la presse qu'il était porteur des messages du président Assimi Goïta à son frère Mamadi Doumbouya. Il a exprimé la profonde gratitude du président de la transition, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien à l'endroit du chef d'État et du peuple guinéen. C'est là pour la solidarité infaillible et remarquable dont le Mali a bénéficié de la Guinée suite aux sanctions inhumaines, illégales, injustes et illégitimes de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été agréablement surpris par cette initiative du président de la transition guinéenne de nous convier à cette session spéciale du Conseil des ministres de Guinée, s'est réjoui Abdoulaye Diop, ajoutant que toute la délégation malienne a été très émue par ce geste qui est aussi le témoignage de l'engagement panafricain des présidents Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, héritier d'une tradition dans ce sens depuis le président Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré. Être convié à un conseil des ministres qui est l'instance suprême qui symbolise la souveraineté d'un pays n'est pas un geste anodin. C'est d'abord un geste de confiance entre les 2 pays, d'union, d'unité, mais aussi de solidarité, a insisté Abdoulaye Diop. Le chef de la diplomatie malienne a dit comprendre ces gestes également parce que le Mali et la Guinée traversent en ce moment des transitions politiques et ont besoin de renforcer davantage leur solidarité car il y a une communauté de destin. La Guinée et le Mali sont 2 États mais un seul pays et 2 poumons des mêmes corps, a-t-il souligné avant d'ajouter que c'est un message d'espoir à l'endroit de nos populations que nous devons continuer à travailler pour renforcer notre coopération. L'intégration entre nos 2 pays et matérialiser les projets structurants qui nous permettent de réaliser cette volonté de nos chefs d'État. Abdoulaye Diop a soutenu ensuite que ce ne sont pas seulement les sanctions qui unissent les 2 pays, mais elles doivent constituer un réveil pour que nous fassions plus et mieux, car le destin de la Guinée et du Mali n'est qu'entre les mains de leur peuple. Qu'on arrête de nous donner les leçons et de nous faire des prescriptions, a martelé le ministre Diop qui précisera qu'il appartient aux Guinéens et aux Maliens de décider de ce qui est bien pour eux. Nous serons à l'écoute des autres, mais ils ne peuvent pas faire à notre place ce que nous devons faire. Ils doivent nous écouter, nous comprendre et nous accompagner sans condescendance et paternalisme, a conclu le chef de la diplomatie malienne. Pour sa part, son homologue guinéen dira que l'union entre les 2 pays explique cette participation de la délégation malienne au Conseil des ministres de son pays. Selon Dr Mourisanda Kouyaté, les circonstances actuelles font que ce qui était théorique devient de plus en plus pratique. Il a remercié les chefs d'État guinéens et maliens pour leur initiative avant de saluer celle lumineuse du président Mamadi Doumbouya pour ce conseil des ministres ensemble. Aujourd'hui, nous nous sommes sentis au Mali et les Maliens se sont sentis en Guinée, a souligné le chef de la diplomatie guinéenne.